Vas-y. Alors nous, ouais, donc c'est les Bina Vibe. Alors c'est Benoît, moi-même Virginie. Alors nos 4 filles, Olivia, Jill, Yoko et Sue. Voilà. Elles ont 11 ans, 9 ans, 4 ans et 2 ans. Et elles Et donc, sont actuellement juste de l'autre côté du camping-car, En train de jouer. en train de jouer. alors pourquoi avoir choisi le nom Bina Vibe justement pour vos réseaux, pour votre famille? C'est un nom qu'on avait déjà longtemps, il y a très très longtemps. J'avais fait une activité complémentaire, on avait déjà pris ce nom-là. Alors Bina Vibe, c'est une contraction du nom de famille de Benoît et de nos prénoms Vi pour Virginie et Be pour Benoît. Donc voilà, ça fait Bina Vibe. Et puis on trouvait que ça sonnait quand même plutôt pas mal. Et puis ça permettait de nous identifier directement plutôt que de faire des noms trop à rallonge. Donc voilà. Court et bref. Minimaliste. Minimaliste dans le nom. Minimalisme, au final, ça fonctionne bien. Donc, c'est Bina Vibe. Hein, si vous nous écoutez, Voilà. voilà. Alors, justement, aujourd'hui, vous êtes une famille qui voyage énormément. Vous faites, alors, je ne sais pas si on peut dire que vous faites le tour du monde, et vous voyagez à travers le monde. Voilà, alors c'est plutôt on voyage autour du monde qu'on fait le tour du monde. Voilà, c'est ça. Voilà, il y en a beaucoup qui économisent et puis qui partent 1 an, 2 ans pour vraiment faire un tour complet du monde. Nous, c'est pas le but, c'est en gros, on a tout abandonné pour voyager le plus longtemps possible autour du monde, aller un peu à gauche, à droite, tous les endroits qu'on a envie de voir. Mais comme on veut voyager longtemps, on voyage à petit budget, donc on ne va pas voir tout ce qu'il faut voir et on ne fait pas un tour complet du monde, on va dans les endroits qui nous attirent un peu au fur et à mesure. On a une petite bucket list et on essaie de la remplir Petit à petit. si possible. C'est surtout un changement de mode de vie plutôt qu'un départ en voyage autour du monde. Voilà. D'accord. Alors, justement, vous n'avez pas toujours été justement sur les routes du monde entier. Vous avez d'abord, comme tout le monde, fait des études, travaillé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait justement avant de vous retrouver à travers le monde? Avant de partir, on était tous les deux fonctionnaires de police. Donc, on va parler en mode français, ce sera plus simple. Il y a juste Virginie qui a arrêté à la naissance de notre 3e enfant. Et moi, j'ai arrêté il y a 1 an maintenant. Donc là, je suis en train d'épurer toutes mes pauses carrières possibles et inimaginables. Et donc voilà, on était tous les deux fonctionnaires de police au préalable. Virginie, maintenant, je crois que tu as arrêté il y a 4 ans et moi, j'ai arrêté il y a 1 an. Ouais, j'avais déjà arrêté avant pour passer plus de temps avec les enfants. Et puis voilà, maintenant, allez. J'ai travaillé quand même quelques années avant. J'étais aussi dans le privé avant d'être à la police. Je suis criminologue de formation. Donc voilà, le milieu du travail, je connais. Les études, je connais. Et j'avais envie de vivre autre chose. Oui, moi, je suis fonctionnaire de police sur la zone de Bruxelles, donc en Belgique, depuis quasiment 15 ans. Enfin, j'étais. Parce qu'aujourd'hui, alors Ça aussi, justement, c'est du... Il faut changer les idées. Maintenant, il est en pause carrière actuellement parce que voilà, on a quand même 4 enfants, on n'est pas totalement fou et on s'est dit s'il y a un problème ou quoi que ce soit, on voulait pouvoir retomber sur nos pattes les premières années. Voilà. non. Le but n'est pas de revenir. Mais alors du coup, en fait, quel a été le déclic, l'élément déclencheur au final de cette déviation? Pour être très simple, en fait, ils ont refusé mes congés. Ah, C'est mon déclencheur. Donc Virginie était à la maison, s'occupait de nos enfants, et moi, donc je continuais à travailler à la police. Et chaque année, je regroupais l'ensemble de mes congés, que ce soit familiaux, tous mes congés possibles et imaginables, mes heures supplémentaires, pour pouvoir partir pendant une longue période, donc quasiment 2 mois. Et l'année passée, en fait, on était 2 à demander une période de congé similaire. Attendez, je vais être plus simple encore. Donc, je suis le chef d'une équipe de plusieurs policiers. Dans cette équipe-là, on s'est toujours bien arrangé pour prendre nos congés. Et cette année-là, je devais partir, par exemple, je pense, mai, juin, et une collègue devait partir les 2 mois préalables. On a fait monter ma collègue dans le bureau pour ses congés, pour accorder ses congés. Donc, elle a monté les 3 étages pour aller faire valider ses congés. En descendant, elle appelle son chef, donc moi. Elle me dit, voilà, le grand chef te demande en haut. Je monte à l'étage et là, je suis accueilli par 2 commissaires qui me disent, voilà,
tu es trop important, on a besoin de toi. Tu ne peux pas partir une si longue période, tu as le droit de partir qu'une quinzaine de jours. Sinon, c'est trop pour nous. Voilà, il devait fractionner ses congés, pas les prendre en une fois. Mais nous qui aimons voyager, c'est un peu. Et donc, ça a coincé à ce moment-là. Ces fameux 3 volets d'escalier pour redescendre de mon commissariat ont été salvatrices, puisque ça a été le moment déclencheur qui m'a dit ici, je veux plus vivre cette vie où on décide de ce que je peux faire pour le lendemain. J'accepte, je comprends qu'il y a parfois des modalités qu'il faut faire. Il m'aurait donné une excuse valable, j'aurais accepté en me disant, ben voilà, ces 2 mois-là, c'est pas possible parce qu'il faut remplacer un collègue ou quelque chose de correct, mais juste le nom bête, ça m'a pas plu. Enfin, c'est pas quelque chose. Le problème, c'est que déjà depuis 2019, oui, on pensait déjà partir. Disons qu'on ne pensait pas partir si tôt. On travaillait beaucoup pour mettre de l'argent de côté. On prévoyait de partir plutôt vers 2023, 2025. On avait déjà voyagé avec les enfants. On était déjà parti 3 mois en Asie en 2019 avec les 3 premières filles. Donc, la troisième avait 1 an à l'époque. On avait adoré ce voyage. Et donc, on savait qu'à terme, un jour, on allait tout quitter pour voyager. Mais c'était prévu plus tard. C'était prévu plus tard. Voilà, c'est un peu accéléré le processus. Et puis bon, voilà. Vous savez aussi que dans nos métiers, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de gens qui attendent la pension pour voyager, qui attendent la pension pour même faire d'autres choses, pour changer de vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé à la pension ou qui décèdent simplement même avant la pension ou à la pension. Et nous, on s'est dit, on veut pas vivre ça. On veut profiter de la vie tant qu'on est là et on veut aussi montrer ça à nos enfants. On ne veut pas attendre qu'ils soient grands. Nous, on veut vraiment partager cette expérience, cette nouvelle vie avec nos enfants. Il faut savoir, par exemple, dans le métier de fonctionnaire de police, les gens viennent toujours pour quelque chose de négatif. En fait, on ne vient jamais nous voir pour quelque chose de positif. C'est très rare, les moments positifs sont très très rares par rapport aux moments négatifs. Et au bout du temps, ça use très fort, ça use psychologiquement, ça use mentalement, ça use physiquement. Et donc, à un moment donné où on se rend compte que la vie se déroule à côté, et moi, j'étais dans un bureau à la fin de ma carrière police, j'étais dans un bureau, je voyais la fenêtre à ma droite. Je vois encore mon bureau, mon PC, ma fenêtre sur la droite, j'avais pas de plante. Et je voyais la vie défiler, les vélos, les voitures passer, je me dis, et tout ça jouait petit à petit sur le fait que il était temps de. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie en fait. Et il faut pouvoir, dans notre manière de fonctionner, je pense qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et voilà une nouvelle vie pour nous dans notre vie. D'accord. Et donc du coup, en fait, vous saviez depuis longtemps. Allez-y. Je voulais simplement ajouter qu'aussi on se rend compte que la vie peut très vite changer. Par exemple, simplement avec le Covid, on a vu tout le monde a très vite changé en très peu de temps. On a commencé à porter des masques alors qu'avant c'était inconcevable en Europe. Il y a eu beaucoup de changements. On a commencé à être confinés et on s'est rendu compte qu'au fait, tout peut très vite changer. Une guerre peut vite se déclarer. Il y a tellement de changements. Alors si on attend, après, tout sera peut-être différent. On n'aura peut-être plus l'occasion de le faire. Et donc, faisons-le tant qu'on sait. Profitons des congés. Mais du coup, avant même ce problème de congé, vous saviez déjà que vous alliez faire le tour du monde. C'est ce voyage en Chine qui a été l'élément décisif pour vous dire, voilà, quand on part, on va faire le tour du monde, ou ça a été vraiment autre chose qu'un rêve d'enfant? Alors non, pas spécialement. On n'était pas des voyageurs à la base. Maintenant, c'était pas en Chine, c'était en Asie du Sud-Est, donc c'était en Thaïlande, Laos, Japon et Vietnam. Mais en fait, ce voyage-là nous a fait passer du temps en famille et on s'est rendu compte qu'on voulait être 24 heures sur 24 avec les enfants, pas juste après l'école, après les activités extrascolaires, ou très peu se voir à cause du travail. On voulait passer plus de temps ensemble et vivre plus simplement aussi, moins aller dans la consommation. On avait quand même une grosse maison, des voitures, machin. On voulait changer, on voulait être plus simple, vraiment profiter de la vie, voilà. Oui, passer du temps avec les enfants. Parce qu'en fait, la question va arriver par la suite, c'est au niveau financement. On sait qu'on nous pose souvent cette question-là, comment on a fait. Mais je vais vous laisser continuer pour vous répondre. Je vous laisse le petit timing pour voir comment est-ce qu'on a fait. Vous voyez, on a des gens dans le chat qui vous souhaitent de vivre pleinement cette nouvelle vie et qui eux aussi ont pour projet de partir apparemment. On vous le souhaite. Oui.
Oui, et puis vous le regretterez pas. Et puis après, il y a toujours, je pense, moyen de retomber sur ses pattes et de refaire autre chose si ça vous convient pas. Il ne faut pas rester cloisonné dans ce qu'on a toujours connu. Faut oser prendre des risques. Et alors aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous voyagez justement, que vous avez tout arrêté? Ça va faire 1 an. Donc, Donc, on est parti. Donc, à la base, le projet était simple. Je n'aime pas la pluie belge. Je n'aime pas le froid belge. Je suis très chaud, C'est difficile. très liquide. Voilà. Et donc, le but, c'était, on suit les cours météo, donc on reste dans le soleil. Donc, nous, on aime très fortement l'Asie pour ce côté zen, pour ce côté facile avec les enfants. Et donc, l'Europe en été et l'Asie en hiver. Et donc, ça limitait également tous les trajets à gauche et à droite. On a un camping-car pour quand on est en Europe et on prend un avion pour quand on va en Asie. Donc ici, on a fait, par exemple, en démarrant, on a fait l'Italie, l'Italie, l'Espagne et une partie de la France. Puis on est parti pour la Thaïlande pendant 4 mois, pendant l'hiver ici en Europe. Et puis on est revenu en mars où on a pris le camping-car. Et on est actuellement au Cap Nord, donc à Kirkenes. On est tout en haut de l'Europe continentale, où on est en août. Et donc il nous faudra encore 2 mois, enfin 1 mois à 2 mois pour descendre. Ouais, attention que je tiens à préciser qu'on ne voyage pas spécialement comme les touristes traditionnels. C'est-à-dire qu'on fait très peu de visites payantes, on fait très peu les points touristiques à voir dans les pays. Même quand on était en Thaïlande, on a fait toute une partie en sac à dos en randonnant. Donc voilà, on voyage de manière peut-être un peu plus simple qu'un touriste, mais c'est normal parce qu'on a le temps. On n'est pas là, on n'a pas 15 jours pour voir et découvrir un pays. On prend notre temps et finalement, on vit dans le pays. Voilà, c'est un peu la différence par rapport à un Voilà, touriste. le but du jeu, c'est, ben, par exemple, hier, c'est hier? Non, c'est avant-hier, on était le long d'un fjord à observer les seals, donc les phoques. Il y avait 3 pêcheurs qui étaient en contrebas. Virginie nous a poussés dehors, les enfants et moi, pour aller voir ce qui se passait, parce qu'en fait, ils avaient pas si de grands poissons. Et donc, on a été à la rencontre de ces personnes. Il faut savoir que chez nous, les enfants parlent anglais, puisqu'ils ont été en immersion anglais depuis le début. Et donc, le contact enfant étranger, on va dire, locaux, est plus facile. Et donc, rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ce pas des Norvégiens, mais des Finlandais. On a commencé à discuter ensemble. Et on s'est vu offrir une truite, on s'est Une vu truite de mer, ouais. une truite de mer, on s'est vu discuter avec des Finlandais qui étaient eux en vacances ici en Norvège pour pêcher. Ils nous ont montré comment découper un poisson. Enfin, c'est toujours en allant vers l'autre, sans a priori, toujours en mode. Oui, on est plutôt dans la découverte des autres cultures, la découverte de comment les gens vivent, plus que dans la découverte touristique. Voilà. Et donc, ce sont des moments merveilleux et c'est surtout ça qui fait grandir nos enfants, puisque le but du voyage aussi, c'est de montrer un maximum à nos enfants. Alors, moi, je dis toujours, si ma maman m'avait appris qu'il y avait l'humanitaire à 18 ans, je serais sûrement parti faire de l'humanitaire. Le problème, c'est que j'étais pas au courant que ça existait, parce qu'on était une famille de 4 enfants, ma maman travaillait toute seule, et c'était difficile à la maison. Et donc, si on offre le maximum de choses, de panels à nos enfants, si on offre le maximum, par exemple la photographie, la biologie marine, j'en sais rien, moi, l'humanitaire, si on offre au maximum, on ouvre l'éventail des possibles pour nos enfants, quand elles auront la maturité de choisir, elles auront un choix plus large que ce que n'offre l'école ou que ce que n'offre la vie sédentaire. Voilà, ouais. C'était très similaire dans ma famille où on faisait toute sa carrière dans la même société. Alors moi déjà, j'avais déjà changé 4 fois de métier, j'avais déjà fait changer de vie avant, donc ça avait été un peu difficile à comprendre pour la famille. Mais chez moi, c'était toujours, on fait toute sa carrière, on allait chaque année en vacances dans les mêmes pays, donc je connaissais en gros 2 pays, j'avais jamais pris l'avion avant d'être avec Benoît. Et donc, donc c'est pour ça, on n'était pas des voyageurs. Mais c'est se dire, finalement, j'étais quand même fort cloisonnée. Et on veut pas ça pour nos enfants. On veut vraiment qu'ils aient plein de possibilités. Et puis après, si eux veulent rentrer dans une vie pépère, ils rentreront dans une vie pépère. Ils feront ce qu'ils veulent. Ouais. et du coup, ces différents voyages, en fait, sont vraiment une ouverture sur le monde pour eux dès le plus jeune âge. Vraiment, ils découvrent ce que peu de gens ont la chance de pouvoir découvrir pour le coup. C'est ce qu'on essaye. Alors, c'est un peu, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est le but, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, comprendre comment il est, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et voir tout ce qu'elles peuvent en apprendre de cette personne-là. Parce qu'en fait, les enfants ne gardent pas des,
des souvenirs sur les tout doux, sur les musées, sur les, j'en sais rien, moi, Ouais. sur les attractions touristiques. Et puis surtout les plus jeunes, elles ne se rappellent déjà plus de certaines choses qu'on a vécues ici en voyage, mais c'est vraiment sur une manière de vivre, une manière d'être avec les gens, d'être ouvert à tout. Ouais. Euh, Elles ont vraiment des souvenirs par rapport à leurs rencontres plutôt qu'à des moments précis. Ouais, par rapport à la rencontre ou alors à simplement des petits événements du quotidien où elle se rappelle avoir joué avec un tel ou un tel ou avoir appris à cuisiner une pizza au Danemark. Ce genre de petits détails qu'elles vont se rappeler. Et puis finalement, ça les enrichit. Et puis aussi, on essaye de leur apprendre beaucoup de choses. Nous ne sommes pas partis dans l'idée de on leur apprend plus rien. On part en voyage et puis on verra bien. Non, on essaye vraiment de les ouvrir un maximum sur un maximum de choses. D'où aussi, là, en effet, l'apprentissage de l'anglais qui pour nous semblait important pour qu'elles puissent communiquer et que ce ne soit pas que nous, en tant que parents, qui communiquions avec l'autre, mais que les enfants aussi puissent s'immerger complètement dans les autres cultures. Ouais. Alors, justement, actuellement, vous êtes en Norvège, pas loin des fjords, Ouais. qui est une magnifique région du monde, hein, on va pas se mentir. Alors, c'est une petite question un peu en dehors de ce live, du cadre de ce live, mais par pure curiosité, est-ce vrai que les Norvégiens sont les gens les plus heureux au monde, surtout au niveau des fjords? On va surtout parler des Scandinaves. On va parler, parce que la Finlande est quand même un des pays où le bien-être est le plus Oui, non, élevé. c'est le Danemark C'est le aussi. Danemark aussi. En fait, on a fait les trois. On a fait le Danemark, la Suède, la Norvège. Là, on va bientôt être en Finlande. Là, on va bientôt. Donc, Finlande, on ne sait pas trop en parler. Ils ont l'air heureux. En fait, ils ont l'air apaisés. Oui, ça c'est surtout vrai en Suède. Disons qu'en Norvège, on a peut-être un peu moins ressenti. Ils sont peut-être, c'est surtout peut-être une barrière culturelle, une barrière de la langue. Maintenant, ils parlent souvent l'anglais, mais par contre, le norvégien est quand même très très compliqué à comprendre. Donc, on ne le parle pas du tout. Et je pense qu'ils sont assez plus renfermés sur eux. Après, une fois qu'on brise la glace, on a eu des contacts géniaux avec des Norvégiens et qui avaient l'air vraiment épanouis, en effet, dans leur fjord et dans leur vie, vraiment dans des conditions parfois très extrêmes au niveau de la météo. Ils avaient l'air bien. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des gens qui vivent énormément dehors. Ça n'a vraiment rien à voir avec notre culture belge. Ils sont tout le temps dehors, quelle que soit la saison. Alors, il y a un petit dicton qui dit qu'en Norvège, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvais habits. Et donc, eux, ils sont habitués. Alors, pour nous, c'est compliqué, mais pour eux, c'est normal. Et donc, même qu'il pleuve, qu'il vente, ils sont dehors et ils ont l'air bien. Ils sont beaucoup plus dans la nature. Et je pense que c'est peut-être ça qui manque un peu chez nous, en tout cas en Belgique. Et puis, ils sont beaucoup moins aussi, pour des territoires qui sont aussi grands ou parfois plus grands que la France, ils sont beaucoup moins d'habitants. Donc, il n'y a pas des coups de klaxon dans tous les sens, il n'y a pas de problème d'insécurité dans la campagne. On ne fait pas les villes, donc on ne pourrait pas vous expliquer les villes, mais nos enfants sont là dehors. Il n'y a pas un seul moment où je vais dire, ouf, il va se passer quelque chose. Ouais, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et ouais, c'est vraiment apaisant, en fait. Il y a une certaine sérénité de vie. Ouais. Sur certains points, ça nous rappelle même le Japon, Ouais. la Scandinavie, vraiment sur ce côté calme, propre, ordonné. Voilà. Il y a peut-être moins dans l'Europe du Sud. Alors tout à l'heure, Benoît nous expliquait que c'est quelqu'un qui aime le chaud, mais là, vous nous avez parlé de la Suède, des pays scandinaves, des régions froides du monde. Comment est-ce que vous choisissez vos escales justement aujourd'hui? Ouais. Alors, disons qu'ici, en gros, on l'aura fait le froid. Je ne suis pas sûre qu'on reviendra souvent dans le froid. On voulait le voir, mais par contre, quand on sait que c'est canicule en Europe, qu'ici on a vraiment parfois très froid. Ici, il fait 12 degrés. Actuellement, il fait 12 degrés. Il y a du soleil. Il y a du soleil, il fait bon. En fait, on s'habitue à 12, 15 degrés. C'est quelque chose à laquelle on s'habitue. Donc, je comprends qu'ils s'habituent aussi. Mais par contre, il y a quelque chose de très marquant. C'est que les visages des Samis, donc le peuple qui habite ici au nord de la Norvège, la Suède, Finlande, ils sont marqués par les températures extrêmes. Donc, on voit vraiment un visage marqué par la vie en extérieur. Et donc, on reconnaît assez facilement le touriste qui vient de l'Europe du milieu ou du sud au vrai Norvégien qui vit ici, parce que voilà, ils sont marqués. Mais on ne va plus faire les pays. Voilà. Le choix des destinations se fait en effet très fort par rapport à la météo, mais aussi par rapport au coût de la vie, parce qu'on a décidé de voyager le maximum de temps. Et donc, si on veut voyager longtemps, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher. Et donc, on essaye de rester avec un coût. Alors, vous allez dire, mais la Norvège, c'est super cher. C'est clair, c'est super cher.
Les magasins sont très chers. Déjà, à chaque fois qu'on repasse la frontière suédoise, on va faire nos courses parce qu'en Norvège, c'est vraiment hors de prix. Maintenant, on ne fait pas de restaurant, on ne fait pas d'attractions touristiques, donc on limite quand même fortement notre budget, on évite les routes payantes. Voilà, c'est un choix. Il y en a qui vont dire, vous n'avez rien vu de la Norvège, vous l'avez fait comme ça. Nous, on aura peut-être vu autre chose, mais c'est vrai qu'on n'aura pas vu la Norvège touristique. Voilà. D'accord. Donc, du coup, vraiment, c'est. Donc, justement, ça tombe bien qu'on parle du fait de voyager le plus longtemps, de dépenser le moins possible, parce que c'est un voyage, c'est un projet de longue date que vous financez vous-même. Alors, comment s'est passé justement le financement? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous en sortez? Est-ce que vous arrivez à gagner de l'argent sur ce projet qui vous permettra de prolonger un peu le voyage ou racontez-nous un peu. Il y a quelques années, donc je suis policier, on est sur une scène terrible d'un décès et j'ai une petite dame qui a compris que son mari était décédé et qui dit mais enfin, qui va nettoyer tout ça? En fait, il y avait malheureusement du sang partout. Et là, ça a fait tilt dans mon cerveau et je me suis dit mais tiens, à la police, j'ai du temps dans mon service parce qu'on a les services coupés, on fait des nuits, on fait des pauses et tout ça. Et je dis à Virginie, mais tiens, écoute, ici, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, avec Virginie, on a créé une société de nettoyage après décès, nettoyage des maisons insalubres, nettoyage de squats, nettoyage de. En fait, tout ce que les gens ne voulaient pas nettoyer, nous, on le nettoyait. Ouais. Et donc, en fait, le projet, il est né aussi grâce à ça. C'est parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il vaut mieux ne pas travailler pendant 3 ou 4 ans à fond, avoir 2 jobs, pour mettre un maximum d'argent de côté pour pouvoir vivre beaucoup plus sainement par la suite, ou alors on continue à vivre longtemps et économiser un petit peu par mois pour essayer de partir plus tard. Et donc on a pris le pari de se dire, Virginie, qui faisait déjà l'école à la maison depuis 2019, s'occupera des enfants, et moi, je vais travailler 2 emplois à plein temps pour financer ce voyage au long cours. Donc voilà, en gros, il a travaillé énormément pendant 3 ans, soyons clairs, je ne le voyais pas. Et donc, tout l'argent gagné a été mis sur le côté. Alors maintenant, on a un budget, on a vendu notre maison, nos voitures, on a vendu tout ce qu'on avait en Belgique. Oui, ça joue aussi beaucoup parce que beaucoup se disent, oui, mais on avait un crédit, hein, donc en vendant la maison, on n'a pas récupéré tout l'argent, ça aurait été très bien, mais ça ne marche pas comme ça, on avait beaucoup à rendre encore à la banque. Mais en vendant tout et aussi en vivant comme ça, nos dépenses ont énormément chuté. Avant, on avait quand même 2 voitures, vu qu'on avait 4 enfants et qu'il y avait le travail, etc. Il y avait la maison, tous les frais connexes à une maison, on ne se rend pas compte, mais ça s'accumule à une vitesse incroyable. Voilà, on a fait le choix de ne rien garder à part le camping-car pour justement pouvoir avoir, entre guillemets, cette manne financière pour tenir le plus longtemps possible, avec quand même l'idée d'un jour peut-être se réinstaller. Alors, on aimerait bien ouvrir une chambre d'hôte au Japon à la fin de notre parcours, quand on en aura marre de voyager. Donc, pour ça, il faut qu'on garde une petite somme d'argent. Et puis essayer de dépenser de moins en moins, de mois en mois. Alors là, on continue à essayer de diminuer nos dépenses. Et on espère, c'est pour ça aussi qu'on a créé une chaîne YouTube, c'est d'une part pour inspirer les autres, mais aussi d'autre part, on espère qu'un jour, ça puisse nous rapporter un petit peu d'argent pour pouvoir se permettre 2-3 autres choses, peut-être 2-3 visites payantes qu'on ne fait pas d'habitude, je ne sais pas. Donc voilà, maintenant, pour le moment, soyons clairs, on n'a pas, on puise toujours dans notre capital, mais on essaye de puiser de moins en moins et puis qu'un jour, la balance revienne. Ça rééquilibrera tout ça. Alors avant de passer, alors on va, ça m'a intrigué ce que vous avez parlé de chambre d'hôte au Japon. Alors, mais avant de parler de justement de la finalité de tous ces voyages. C'est pour notre prochaine vie. Voilà, de votre prochaine déviation. Hein, voilà, pour rester sur le titre. Alors, on va parler de l'éducation de vos enfants parce que justement, ça fait 1 an que vous êtes en voyage. Ça fait 1 an du coup que vos enfants ne sont pas scolarisés de manière classique à l'école. Donc, comment ça se passe justement avec en plus, vous avez 4 filles qu'il faut éduquer. Donc, comment ça se passe ça? Alors, il faut savoir que j'avais déjà commencé l'école à la maison. Donc, c'est déjà notre 3e année d'école à la maison. Donc, en Belgique, on peut le faire une fois qu'on les a déclarés en début d'année. Maintenant qu'on n'est plus en Belgique, on est de toute façon plus soumis du tout à l'obligation scolaire. Mais on a fait le choix de les instruire réellement. Donc, je leur donne vraiment des cours et on voulait qu'elles passent, et on veut toujours qu'elles passent leur diplôme en Belgique ou ailleurs, si elles peuvent le passer ailleurs, pour que, donc leur diplôme de fin de primaire et puis plus tard de fin de secondaire. Comme ça, si un jour elles veulent réintégrer le circuit scolaire, si elles veulent retourner dans une école dans je ne sais pas quel pays, elles pourront le faire. Et donc ici, Olivia qui a 11 ans, elle a déjà passé son CEB, donc son certificat de fin de primaire l'année passée.
en Belgique, donc on était en Belgique, qu'elle a très bien réussi. Donc voilà, je leur donne l'école à la maison, ça se passe très bien. Jean, normalement, va le faire l'année prochaine. En gros, l'avantage en Belgique, c'est qu'on peut leur donner cours comme on veut du moment qu'ils ont les mêmes acquis qu'à l'école. C'est-à-dire que quand les évaluations, ce sont les mêmes qu'à l'école. Et si elles y arrivent, ben c'est bon. Et donc voilà, donc, ce qui fait qu'on a quand même une grande liberté dans la manière de donner cours. Et donc nous, on leur apprend plein d'autres choses qui ne sont pas dans le programme et sur lesquelles ils ne seront jamais interrogés. Mais d'un autre côté, c'est quand même beaucoup plus chouette d'avoir cette opportunité d'apprendre plein de choses en sachant aussi que c'est une toute petite classe. 4 enfants, enfin celle de 2 ans, elle n'apprend pas encore beaucoup. Elle est bruyante, hein, c'est une classe bruyante. Mais donc, c'est une toute petite classe et donc on a besoin de travailler beaucoup moins d'heures. Et puis j'ai la chance d'avoir des filles qui adorent lire, donc elles apprennent énormément aussi par la lecture. On les pousse aussi à ça, hein, clairement. Et puis on voit tellement de choses. Clairement, je pense que si elles étaient restées à l'école, elles n'auraient jamais le niveau scolaire qu'elles ont aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux grandes, elles font des mathématiques de secondaire, elles font du français, elles ont un niveau clairement supérieur à ceux qui étaient en classe. Donc voilà, il faut prendre le temps de leur donner cours. Parfois, on s'arrache un peu les cheveux, mais bon, une fois qu'elles ont compris qu'apprendre, ce n'est pas une obligation, mais que c'est plutôt un enrichissement, ça marche. Et maintenant, elles adorent apprendre, et donc c'est chouette. Je dis toujours à Virginie parce que je ne m'occupe pas vraiment du volet pédagogique parce que je n'ai pas cette patience. Je remercie mon épouse. Je dis juste quand elle est en doute, nivelle vers le haut. S'il te plaît, nivelle nos enfants vers le haut. Ne les tire pas vers le bas, mais nivelle vers le haut. Donc dès qu'on est dans le doute, on réfléchit toujours à ça et on essaie toujours de mettre cette barre un peu plus haut, pas pour effrayer nos enfants, mais juste pour que ça soit positif, qu'il y ait quelque chose, qu'elles en ressortent quelque chose de positif. Oui, et puis on le sent bien, parfois elles sont en difficulté, et puis quand elles arrivent à surmonter les difficultés, puis elles s'entraident beaucoup, hein, c'est ça qui est bien, on les a fait 2 par 2. Donc il y en a une, celle de 11 et de 9 ans, elles travaillent beaucoup ensemble, donc elles s'entraident l'une l'autre. Pareil avec celle de 4 et 2 ans qui commencent un peu aussi à apprendre ensemble. Et au fait, dès qu'elles sont en difficulté et qu'elles y arrivent à dépasser les difficultés, elles sont tellement satisfaites et on valorise ça, le fait d'avoir progressé, d'avoir appris des nouvelles choses. Ben, pour elles sont contentes. Et au départ, ben, la plus grande avait du mal un peu à quitter l'école parce qu'elle aimait bien le côté copain, etc. à l'école. Mais maintenant, elle est satisfaite parce qu'elle s'est rendue compte que, ben, franchement, elle a plein de temps pour lire en journée. À l'école, c'était le gros problème. Elle me disait toujours, on n'a jamais le temps de lire. Parce que quand on rentrait de l'école, c'était les devoirs, puis les activités extrascolaires. Maintenant, elles ont du temps pour lire, elles ont du temps pour faire les choses qu'elles aiment, ce qu'elles ont envie de faire. Et donc, non, franchement, elles sont satisfaites et nous, on est vraiment satisfaits. On n'a pas envie de reculer. Mais maintenant, la porte n'est pas fermée. Si un jour elles veulent retourner à l'école ou si un jour on est dans un pays où ça peut être enrichissant pour elles d'aller dans l'école, par exemple, on pense, si un jour on s'installe au Japon, ben, je pense qu'on les mettra à l'école au Japon parce que ça pourrait être un enrichissement pour elles aussi. Et on ne veut pas leur fermer les portes, on veut plutôt les ouvrir. Alors, avant de passer à ma dernière question, déjà, je veux remercier le chat et les gens qui sont présents sur le live pour tous leurs commentaires. Et je veux aussi leur préciser que s'ils ont la moindre question à vous poser, qu'ils n'hésitent pas. Hein, à la fin du live, je les lirai pour que vous puissiez leur répondre. Donc, sur le chat, si vous avez la moindre question, posez-la tout de suite, maintenant, d'ici la fin du live. Je les lirai pour vous. Alors, donc, la dernière question, justement, parce que vous me parliez, on parle voyage, on a beaucoup parlé du Japon, et vous avez parlé, encore là, il y a quelques secondes, et donc, pourquoi le Japon, en fait? Parce que vous avez visité ce pays qui est assez extraordinaire, avec une culture vraiment unique. Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi aujourd'hui, avoir cette idée d'ouvrir une potentielle auberge au Japon? La richesse culturelle. Là, oui. En fait, là-bas, quand on était en Asie en Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Laos, et Vietnam pendant plusieurs mois, et puis on a fait un trajet jusqu'au Japon, donc jusqu'à Tokyo, et en arrivant là-bas, les enfants me disent oh, regarde papa, le ciel est bleu. Bah oui, parce qu'en fait, ils font les brûlis dans les pays d'Asie du Sud-Est et pas au Japon. Donc déjà, le ciel est bleu. C'est comme en Norvège ici, le ciel est bleu. C'est très déconcertant. On voit déjà le niveau de pollution. Et aussi, je leur dis, mais écoutez les filles, regardez au niveau des déchets, des crasses, dites-moi la première crasse que vous voyez le déchet au premier. Il a fallu plusieurs jours pour qu'on trouve des déchets ou des crasses à terre. Il a fallu plusieurs jours pour entendre le premier coup de klaxon. On ne se sent pas en insécurité. Oui, il y a vraiment un fort sentiment de sécurité. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a beaucoup de population, notamment à Tokyo, c'est que c'est très calme, c'est très silencieux comme ville. Et en fait, les gens ne se crient pas dessus, et c'est culturel. Et en fait, ce calme, cet apaisement, il n'est pas que dans la culture zen, il est vraiment aussi dans leur vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne. Et ça, nous,
on s'y est bien senti et puis c'est très riche culturellement et donc ça pour les enfants c'est un plus et puis on se dit même si plus tard elles parlent le japonais, l'anglais et le français, bah, je pense qu'elles n'auront pas de difficultés si un jour elles veulent retourner dans le monde de l'entreprise et voilà, elles trouveront leur voie facilement. Par exemple, moi, je parle très peu anglais. Je comprends l'anglais, je le parle un petit peu, mais juste pour jouer avec les enfants, ils ne savent pas que je parle bien, enfin que je parle un peu anglais. Maintenant, elles commencent à comprendre, mais au début, je joue avec elles, je dis, écoutez, on va aller visiter ça. Il faut que vous fassiez la traduction pour moi parce que je comprends rien à ce qu'ils me disent. Et maintenant, c'est devenu un automatisme chez elles. Dès qu'on rencontre quelqu'un qui parle anglais, elles l'écoutent attentivement et en fait, elles font l'interprète pour lui comme pour moi. Donc c'est assez comique en fait. Elles prennent le pli et au Japon, elles l'ont aussi fait en fait. Et maintenant, ici, par exemple, les Finlandais qu'on a rencontrés il y a 2 jours, automatiquement, elles se mettent un peu dans le discours d'adulte. Et donc, je leur dis, bah voilà, je leur demande de dire, tiens, c'est quoi comme poisson ou c'est quoi. Et donc, ça, c'est aussi un chouette moment. Et au Japon, l'anglais va leur servir également, mais on aimerait bien alors qu'elles apprennent le japonais. Oui, mais ça, elles ont commencé parce qu'elles avaient déjà elles-mêmes demandé à apprendre le japonais quand on avait été au Japon, elles avaient adoré. Et donc voilà, maintenant, elles ont déjà un niveau de japonais un peu plus élevé que le mien, mais on est encore qu'aux prémices du japonais. Oui. Donc on voyage pas, on fait pas un tour du monde, on fait un voyage autour du monde, donc on se laisse vraiment le temps de prendre le temps de. Et puis parce qu'on n'est pas nomade toute sa vie, je pense pas que ce soit possible d'être nomade toute sa vie. On a toujours un moment donné où on a envie de se poser. Et donc quand ce moment sera venu, bah, il sera temps d'aller se poser, je pense, au Japon. Maintenant, c'est à temps qu'on trouvera un autre endroit autour du monde où on s'y sentira vraiment bien. On laisse tout ouvert. On n'aime pas se dire, on n'est pas très organisé, on n'aime pas tout planifier. On préfère se laisser porter. Entre parenthèses, quand vous faites une déviation, la chose la plus extraordinaire que moi j'ai vécue après, au moment où j'ai quitté tout, que j'étais fini dans un camping-car ici, c'est l'agenda, le planning. Il n'y a plus d'agenda en fait, il n'y a plus de planning, il n'y a plus rien qui est prévu, il n'y a plus de notification. C'est c'est épanouissant en fait. C'est se rendre compte que tiens, dans mon cas, voilà, parce que je comprends les déviations pour changer de job, pour faire autre chose dans sa vie. Alors là, il y a tout un nous, dans notre cas, on voulait plus rien, on voulait juste vivre avec nos enfants et leur épanouir. Donc, dans notre cas, c'était génial parce qu'il n'y avait plus rien de prévu en fait. Ouais, voilà, ouais. Et puis maintenant, ça nous permet aussi de nous reposer les bonnes questions, de se dire, souvent on en discute entre nous, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre, quel est le sens qu'on veut donner à notre vie. Et donc voilà, ça permet aussi de prendre du temps pour réfléchir et pour se reposer, et qu'on n'a plus ce temps qui est accaparé par plein de formalités ou plein de choses qui se font de manière répétitive et qu'on n'a pas le choix. Ouais, je voudrais juste mettre l'accent aussi sur les sacrifices engendrés pendant quasiment 4 ans pour réaliser ce projet-là. Donc c'est pas anodin. Nous on en parle maintenant assez facilement, mais en réalité pendant 4 ans, c'est une vie un peu coupée du monde. Alors en Belgique, il y a quelque chose qu'on vit pas vraiment, ce sont les routiers, les personnes qui partent toute la semaine travailler puis qui reviennent le week-end. En Belgique, on n'a pas tellement ça parce que les jobs et les villes sont très proches. En France, je sais que ça existe. Dans notre cas, c'est un peu ce qu'on a vécu aussi pendant quelques temps, cette difficulté de ne pas se voir, mais d'avoir un projet familial commun. En fait, une ligne directrice commune qui nous emmène vers, voilà, on veut en 2023 ou 2025 partir, on veut vivre avec nos enfants. En fait, le but du projet, c'était que Sue, la dernière, qui a 2 ans et demi maintenant, ait aux alentours de 4 ans et demi, 5 ans et qu'elle puisse marcher. Ben, comme ils ont refusé mes congés et qu'on a dû partir plus tôt, on est parti plus tôt, on était plus ou moins après. Et donc, c'est tout un process en fait. Je pense une déviation directe sans préparation. Mais, par contre, oui, sans préparation, mais on n'était pas spécialement préparé. On n'avait pas préparé l'après. On avait préparé au niveau financier parce qu'on savait que bon, on a quand même 4 enfants, il faut quand même qu'on s'assure de ne pas partir sans rien et puis se retrouver sans rien. Mais aussi, c'est une manière de vivre. On a dû penser aussi que, voilà, au niveau budget, comment faire pour réduire au maximum les coûts, comment vivre de manière plus simple. Il faut savoir qu'on était déjà passé, donc on avait déménagé, on avait fait construire en plus, juste avant, 3 ans avant de partir. Mais en déménageant, en ayant fait construire, on était devenu déjà extrêmement minimaliste. Donc on avait grandi de maison, mais on avait diminué le 3/4 de nos affaires. On vivait déjà de manière très simple. On était déjà beaucoup moins dépensiers qu'avant. Et donc, c'est aussi un cheminement dans la manière de vivre qui a fait qu'après, on a pu le faire. Par contre, au niveau planification, de où on va aller, ce qu'on va faire, ça, on n'avait rien prévu. Rien. Non. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On a des petites idées, on a plein de... Le problème, c'est comme on a cette liberté maintenant, on a tellement de choses qu'on a envie de faire qu'il faut faire des choix. Et donc, voilà, là, on se retrouve face à un trop gros éventail. Donc, on arrive à le réduire. Et donc beaucoup d'envie pour les prochains voyages, mais il faut faire un choix, quoi. Voilà, tout à fait. C'est des choix de luxe. Hein. Ouais.
Alors, on a une question sur le chat, alors qui ne concerne pas tant votre déviation, mais plus un aspect technique. On a Julie Nomade qui voudrait partir en voyage et qui vous posait la question en fait du camping-car. Où vous l'avez trouvé, comment vous l'avez choisi justement pour vos voyages, puisque elle-même est à la recherche du sien pour ses propres voyages. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on avait la contrainte des 4 enfants. Et donc, on a cherché déjà un camping-car qui avait minimum 6 places carte grise. Et donc, voilà, donc en gros, on a fait le tour des concessionnaires, on a regardé un peu tous les modèles. On a plein de contraintes parce que Benoît, là, il est assis, ça se voit pas, mais il mesure 2 mètres. Donc, c'est assez compliqué de trouver un camping-car où il sait s'asseoir et le conduire. Donc voilà, tout ça, c'est des petites choses qu'il faut penser. Et donc, aussi des lits, parce qu'il y a tout ce qui est camping-car intégré, où c'est un lit qui descend, qui fait maximum 1,90 m. Donc, il ne rentre pas dans le lit. Donc, il fallait d'office une piscine. Donc, voilà, on avait pas mal de On contraintes. avait un beau cahier de charge. On avait un beau cahier de charge. Et voilà, et finalement, nous, on est parti sur un neuf parce qu'on s'était dit pour l'omnium, etc., si on avait un accident. On a fait plusieurs modifications dedans pour qu'il soit plus adapté à nos besoins. Alors, nous, on a actuellement donc un McLuy Glamis 222. Oui, McLuy Glamis 222. Voilà, qui est 7 places carte grise. Maintenant, il est très bien, mais il a ses limites quand même, parce qu'avec 4 enfants, le problème, c'est plutôt au niveau des lits que ça se pose. Et on se dit, si on continue des années dans le climat, peut-être qu'on ira sur un autre modèle. Mais le problème, c'est qu'ils n'en ont pas vraiment des chouettes pour lesquels on se dit, oui, voilà, ce modèle-là nous convient, aussi dans un budget raisonnable. Hein, nous, on n'a pas des sommes folles pour le camping-car. Donc voilà, pour le moment, on a celui-ci, mais pour 4 enfants, ça a ses limites pour un voyage à long terme, en tout cas, et surtout à long terme, ce camping-car-ci est quand même reste un camping-car allez, je sais pas, de moyenne classe, et on ne peut pas partir, on ne peut pas aller faire l'Afrique avec, on ne peut pas aller jusqu'en Mongolie avec, je ne pense pas qu'il tiendrait le coup. Et donc voilà, là c'est un peu la contrainte, et surtout nous qui avons envie de faire plein de choses. Et donc voilà, c'est pas facile de trouver le bon véhicule. Voilà. Et aussi, donc, ce qu'on ne se rend pas compte, le problème du camping-car, c'est que ça dépend. Si on veut voyager pour faire du tourisme, c'est très bien. Si c'est pour vraiment aller à la rencontre des autres, quand on était en Asie, en Thaïlande, ici cet hiver-ci, qu'on était à pied avec nos sacs à dos, on allait beaucoup plus à la rencontre des autres quand on est en camping-car, où finalement, c'est un peu sa petite maison. C'est très agréable d'avoir son petit confort, mais parfois, ça bloque aussi les rencontres et retire un peu du côté aventureux. Donc voilà, c'est pas toujours. Faut bien réfléchir. Quels sont vraiment vos besoins? Qu'est-ce que vous cherchez à découvrir, à faire dans votre voyage avant de choisir le bon mode de transport pour le faire. Choisir le transport en fonction de le type de voyage qu'on fait. Mais vous avez pas envisagé autre chose que le camping-car? Ça aurait pu être la toile de tente avec la voiture et à l'arrière. Le problème, c'est qu'on envisage plein de choses. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est le côté à pied. Ça, c'est clair, on a toujours été des marcheurs. On a déjà fait une partie du Saint-Jacques avec les enfants. On a fait le GR5. Donc voilà, nous, on aime bien marcher, mais la contrainte, c'est les 2 petites, évidemment, qui ne savent pas encore marcher beaucoup, alors qu'il y en avait qu'une, on savait la porter. Maintenant, 2, ça devient compliqué parce qu'il faut porter des bagages aussi. Donc, alors, on pense à des alternatives, on pense au vélo aussi. Maintenant, le côté tente nous rebute beaucoup parce que, notamment en Europe, il pleut quand même souvent, remballer la tente qui a plu. Aussi, en termes de sécurité, dans certains pays, on avait pensé aussi aller faire l'Amérique du Sud, finalement, avec des tentes, mais c'est la sécurité avec les enfants, on ne sait pas trop. Et finalement, on se rend compte aussi qu'il y a certains endroits que c'est peut-être plus facile où il n'y a pas besoin de tente, notamment en Asie du Sud-Est. Il y a des logements partout à très bas budget, donc il n'y a pas besoin de tente. Donc voilà, donc la tente, c'est encore compliqué. Le vélo, on hésite un peu parce que on se dit toujours aussi que ça fait un peu mal aux fesses. C'est tout bête, mais voilà. Nous ne sommes pas très sportifs à la base. Le camping-car a clairement ses avantages parce qu'on a ses affaires, on a sa petite maison. Pour un tour d'Europe, c'est clairement l'idéal. Maintenant, pour aller plus loin, pour aller plus à l'aventure, c'est peut-être pas encore vraiment la bonne solution. Donc voilà, nous, c'est pas un choix définitif et on risque sûrement de changer de projet, mais donc voilà. Plusieurs vies dans une vie. Voilà, nous on vit vraiment beaucoup, je pense, des déviations. En tout cas, nous, de notre point de vue, ce que vous faites, c'est avoir tout plaqué pour partir en voyage en famille, faire le tour du monde, faire le tour de l'Europe. Honnêtement, pour nous, c'est une déviation et c'est ce qu'on appelle pour nous une déviation réussie. Hein.
En plus ça, il y a un projet derrière, donc il y a une autre déviation qui est à l'avenir. Écoutez, le jour où vous ouvrez votre auberge au Japon, n'hésitez pas à nous appeler. Ça sera avec un grand plaisir qu'on viendra la visiter. On viendra en Avec part sur plaisir. notre. Donc voilà. Écoutez, pour moi c'est bon. Je pense qu'on on a fait le tour. On est à 40 minutes de live, donc on est dans les clous. Voilà. Nous, on est passionnés, hein, donc Oui, et puis voilà. Et Bah, puis c'est nous, on pour a ça. le temps, mais J'allais vous proposer s'il y a un point qu'on n'a pas abordé justement lors de ce live et que vous souhaitez aborder avant qu'on mette fin à la diffusion, n'hésitez pas. moi, je comprends les personnes qui parlent et qui attendent le moment pour franchir le cap. Moi, j'étais dans ce cas-là où on parlait beaucoup, 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 et puis il me fallait comme un petit coup de pied aux fesses pour y arriver. Je les comprends parfaitement, et ce moment, il arrivera en fait. Il faut juste patienter, il faut juste mettre toutes les cartes dans votre main pour y arriver. oui, et puis parfois, il faut aussi faut savoir lâcher prise, c'est vraiment ça. C'est se dire, parce que moi, par exemple, c'était la vente de la maison. On avait quand même fait construire une maison, un peu la maison de nos rêves, et puis on s'en séparait, quoi. Enfin, pour moi, c'était quand même, ça a été une étape assez difficile, mais au fait, il n'y a tellement pas de regrets derrière, et puis au pire, on pourra toujours refaire autre chose. Et donc voilà, il faut parfois savoir lâcher prise et se dire, oui, on verra bien, et puis de toute façon, on s'en sortira, on s'en est toujours sorti. Donc. Écoutez, merci à vous deux pour ce témoignage. J'espère que notre communauté, en tout cas de ce que je lis des messages, ont adoré vous avoir avec nous pour ces 43 minutes. Et puis, prenez soin de vous. Ouais. Je dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tout le monde. Profitez un peu, il faut profiter de la vie. Faut oui, pas attendre qu'elle passe. Surtout en ce moment, en plus il fait beau, donc c'est l'occasion de pouvoir la mordre à pleines dents. Voilà. Puis Bon, on va revenir dans le sud, parce qu'on a froid. Tiens, je vais juste me permettre une petite aparté parce qu'elle est chouette. Entre notre départ officiel et maintenant, je suis juste retourné en Belgique pour dire bonjour à ma famille et à notre famille. Je suis passé à mon bureau. Oui, je vous ai raconté que j'avais un bureau avec mon écran devant et ma petite fenêtre sur le côté, là, sans plante. Ça n'a pas changé. Oui. En fait, que je sois parti ou pas parti, la vie continue dans ce bureau. Tout continue dans ce bureau. Donc, si. On n'est pas, parfois, on se croit indispensable à certaines fonctions, mais au fait, on n'est pas indispensable. Vivez votre vie pour vous et pas pour les autres. Voilà. Écoutez, je pense que honnêtement, je pense que c'est un très bon message pour conclure ce live. Vivez votre vie pour vous et pas pour les autres. J'espère que vous avez tous bien entendu. Ça sera notre. Merci à vous encore une fois. Et puis, en vous souhaitant tout le bonheur du monde. Et puis que votre chemin évite les bombes. Oui. Voilà. Référence musicale, vu que vous êtes en voyage, voilà. Allez. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.